Bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Instant Court sur Spectre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 3e numéro au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand où on mange bien, on boit beaucoup et puis on prépare aussi des émissions bien sûr avec toute l'équipe qui est mobilisée sur cette 42e édition de ce festival. Ce soir, Gillian pour m'accompagner sur le plateau. Salut Gillian. Salut Evan, salut à tous. Et j'ai le grand plaisir, l'honneur de recevoir Jean-Claude Rozek, le réalisateur de Tétard. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Dont on va regarder tout de suite le teaser pour s'imprégner un petit peu et on en parle ensuite. Voilà, on est de retour, désolé, un petit problème technique, on est toujours à l'Electric Palace, il y a toujours les balances qui sont en cours, Gillian est toujours sur le plateau, notre invité Jean-Claude Rozek est toujours là pour parler du film Tétard dont on vient de voir le teaser et justement précisément ce teaser il nous raconte une histoire, c'est l'histoire d'une grande sœur et de son petit frère Gaspard. Qu'elle surnomme Tétard et dont elle se moque un petit peu quand même, hein. Ça parle de quoi exactement ? C'est ça, le film explore les relations entre une sœur et son petit frère et en fait j'ai eu envie de parler un peu de cette relation qui est une relation complexe, qui est un peu, il y a beaucoup de cruauté, de rivalité mais aussi d'affection. Et donc voilà, au fur et à mesure du film, elle lui raconte beaucoup d'histoires et notamment le fait qu'il n'est pas son vrai petit frère. Et j'ai essayé d'explorer ça, les conséquences de cette histoire qu'elle invente, ou on a l'impression en tout cas qu'elle l'invente. Et j'ai essayé de pousser ça le plus loin possible. Voilà. Alors nous on avait vraiment l'impression que ça, en sous-thème il y avait cette histoire de harcèlement. Oui. C'était voulu ou pas ? Non, c'était pas voulu. C'est vrai qu'on m'en a parlé parce que le film a été projeté à des scolaires et des enseignants m'ont dit ce serait parfait pour illustrer le thème du harcèlement et lancer des débats à ce sujet-là. Après moi c'était pas mon objectif, moi ce qui m'intriguait, ce qui m'intéressait c'était la relation entre ces deux personnages et voilà, pour des tas de raisons, je sais pas, entre les différents projets que j'avais ou les différentes idées de scénario que j'avais, c'est celle-là qui m'intriguait le plus et c'est celle-là dans laquelle je me suis le plus investi en fait. Mais après je trouve ça intéressant que les gens ils projettent eux-mêmes après leur propre interprétation de cette histoire. C'est une histoire suffisamment libre pour laisser place à l'interprétation. Ouais. Artistiquement, il y a un travail qui est fait sur le film. Ça ressemble beaucoup à de l'aquarelle. C'est la technique que vous avez utilisée en fait ? Alors en fait, le film est intégralement réalisé numériquement, mais pour préparer tout le travail préparatoire graphique, en fait, je peignais à l'aquarelle. Et je voulais vraiment des aquarelles très diluées, très translucides, avec presque un côté parfois abstrait dans les décors. Et évidemment j'ai essayé d'utiliser dans un premier temps le papier et l'aquarelle pour la réalisation du film, mais en fait c'était trop long et trop complexe, donc on s'est rabattu sur des outils numériques, mais on a été le plus proche possible de mes dessins d'origine. Donc voilà, en fait l'ordinateur ça permet quand même d'aller plus vite, ça permet aussi de corriger des défauts, ça permet une plus grande liberté au niveau de la mise en scène, des mouvements de caméra, etc. Donc c'était plus simple de faire par ordinateur. Et puis en plus, fidèle au style. Oui. Pour la technique, vous êtes allé aussi avec votre équipe pour le sound design dans la nature, vraiment enregistrer tous les sons de la nature. Ouais, le son est très. On voulait un certain naturalisme dans la prise de son, et j'avais très tôt fait le choix de ne pas utiliser de musique dans le film. Il y a juste une musique au générique de fin et une au générique de début. Mais je voulais que l'ambiance du film, je voulais pas qu'on ait des indications de genre. C'est-à-dire qu'on se dise on est dans un conte de fées, ou on est dans un film d'horreur, ou des choses comme ça. Je voulais vraiment laisser le spectateur interpréter et douter éventuellement de ce qu'il voit. Donc on est parti plutôt sur une prise de son et un univers sonore qui est relativement naturaliste. Donc pour les ambiances de marais et les ambiances de forêt, on a été dans des marais et des forêts. Et du coup ça donne... je pense que ça joue en faveur du film, ça laisse une plus grande place encore une fois à l'interprétation, quoi.
Les voix des enfants, vous avez utilisé des vrais enfants ou vous avez, ce sont des enfants qui ont... Ce sont des enfants. Oui, parce que parfois on fait avec des adultes. Hein. Ouais, souvent oui, dans les séries, quoique c'est un peu passé de mode. Mais oui, pendant longtemps, c'était beaucoup de femmes d'ailleurs qui faisaient les voix des personnages. Et évidemment, moi, il fallait trouver des enfants pour faire les voix. J'avais pas du tout envie d'un jeu trop stylisé. Et donc, je suis allé à un atelier de théâtre. J'ai passé une après-midi à observer des enfants, en espérant pas passer pour un pervers. Oui, c'est toujours le risque, hein, ça. Et voilà, et de cette séance, il y a deux petites filles qui ressortaient vraiment du lot. En fait, je trouvais pas de petit garçon pour la voix de Gaspard. C'est une petite fille qui a fait la voix de... c'est une petite fille parce qu'elle avait vraiment une voix très particulière et surtout la façon dont elle le jouait. La plupart on avait reçu des démos pour le personnage de Gaspard et tous les enfants le jouaient comme une victime, un petit peu, comme un personnage un peu triste, un peu martyrisé. Et elle, cette petite fille qui s'appelle Léane, elle a un côté beaucoup plus affirmé. Elle a une voix qui reste dans l'oreille. Et du coup, elle apportait un petit relief au personnage. Elle en faisait autre chose qu'une simple victime de sa grande sœur, quoi. Et donc, vous êtes vraiment spécialisé dans ce type de réalisation de courts-métrages, films d'animation, dessins animés? Moi, je fais essentiellement du dessin animé. Après, en tant qu'animateur, je travaille aussi en 3D, en stop motion aussi un petit peu, donc avec des marionnettes. Mais en tant que réalisateur, je préfère utiliser le dessin parce que c'est mon outil d'expression le plus naturel en fait et le plus complet. Je peux quasiment tout faire par le dessin. Et vous avez des suites, des prochains projets qui vont arriver bientôt? Bientôt non. Là, j'ai écrit des nouveaux projets et j'essaie de trouver de l'argent pour les développer. Et il va y avoir aussi la phase de recherche de producteurs aussi. Et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, et puis je travaille aussi à côté pour gagner ma vie sur des séries. Donc voilà, ça suit son chemin. D'accord. Parce qu'on rappelle, Tétard, c'est un court-métrage qui a bien marché quand même. Hein. Oui, pour l'instant, ça va. Prix Annecy en 2019, prix jeunesse au Festival d'animation de Paris en 2019 aussi. Un prix aussi au Festival de cinéma de Chicago, donc pas seulement en France. C'est un beau succès pour l'instant. Oui, ça marche bien. Bon, on a pas mal de sélections, puis on a surtout des retours du public. Enfin, moi, là, tout à l'heure, j'étais à une projection. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui interprètent, qui posent des questions, qui s'interrogent. Et je trouve ça intéressant de susciter quelque chose. Et donc alors, quelle programmation au festival pour aller voir ce court-métrage ici? Alors, je sais pas quel... Ah si, mercredi. Oui, mercredi, il passe à 18h, à la salle Jean Cocteau, ça je sais. Après, je pense que tous les jours, il y a une projection dans les différents festivals, les différents cinémas du Eh bien, écoutez, festival. vous êtes tous invités à aller voir le court-métrage Tétard ici au Festival de Clermont-Ferrand. Deux courts-métrages. Et film très intéressant quand même aussi du point de vue de la narration. Moi, je voudrais juste revenir là-dessus quand même. Dans la façon de raconter, on a vraiment une progression de la réalité vers de plus en plus quelque chose qui relève du rêve. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, comment ça s'installe, cette angoisse aussi, ce qu'il est oppressant par moment le court-métrage aussi? C'est venu naturellement, beaucoup au storyboard, mais dès l'écriture, il y avait un côté comme ça, il y avait un côté très onirique dans la dernière scène. Après, moi je trouve que c'était... en fait, dans le film, on est du côté des enfants. On est vraiment avec les enfants, on est de leur point de vue. Et vous vous souvenez sans doute, quand on est enfant, quand on joue à fond on est à fond dans un jeu, on s'immerge complètement et on perd de vue la réalité. Ou pareil, quand quelqu'un vous raconte quelque chose de très effrayant, finalement, ça contamine un peu votre entourage. Enfin, c'est quelque chose on est très perméable quand on est enfant. Donc je voulais essayer de traduire ça dans le film. Donc, au fur et à mesure, effectivement, les couleurs deviennent de plus en plus oniriques, de moins en moins réalistes. Effectivement, il y a des choses dans la mise en scène qui suggèrent, suggèrent de l'onirisme. Et j'avais l'impression que c'était la meilleure façon de raconter cette histoire et de ne pas trancher aussi.
De ne pas dire à la fin, oh, c'était un rêve. Moi, ce court-métrage, enfin, quand ils sont dans la forêt, dans la nature, là, donc assez hostile, et ça m'a fait penser à Stranger Things, en fait, un petit peu. Oui, non, mais c'est bon, c'est un gros parallèle, mais ça m'a fait penser à Stranger Things, ouais, ce côté un peu. Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, j'avoue que j'ai regardé 1 ou 2 épisodes et puis j'ai lâché l'affaire. Par contre, les films auxquels fait référence Stranger Things, évidemment, c'est des films que j'ai vus étant enfant et adolescent, et donc ça fait partie. De ma culture. Il y a ouais, ça peut faire penser aussi à des nouvelles de Stephen King ou de Neil Gaiman. Vous voyez, ce genre de... Ouais. On part d'une situation assez réaliste, finalement, un contexte assez réaliste, et puis petit à petit, ça part vers autre chose. Donc voilà. Je sais qu'au début, l'histoire, elle devait se passer dans un lotissement classique. On devait voir des maisons avec des familles, ils avaient tous 2 enfants, un chien. Et justement, il y avait cette espèce de mode Stranger Things et ça me gênait un peu, et c'est pour ça que j'ai glissé cette idée dans le film des maisons qui ne sont pas terminées. Oui, voilà, exactement. Ouais. Des lotissements qui sont en construction, du coup ça donnait un environnement un peu fantomatique, et du coup voilà, je trouvais ça plus intéressant. Et est-ce que c'est un environnement dans lequel vous avez vécu plutôt oui, quand j'étais môme, je me suis souvenu de ça aussi. Oui, quand j'étais môme, le lotissement où on vivait avec mes parents, effectivement, le pavillonneur avait fait faillite. Donc on était entouré de ces maisons pas terminées qui ressemblaient à des fantômes de maisons. C'était assez étrange. Et donc pareil, là, c'était vraiment pour essayer de glisser un décor plus intéressant qu'un banal pavillon. On a vraiment l'impression, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu quand on regarde ce film, que ça aurait pu être un livre jeunesse pour enfants. En tournant les pages. Oui. Il y a vraiment, moi j'ai retrouvé cette ambiance et ce récit qui est mené. C'est possible. J'aurais mis beaucoup moins de temps à le faire. Ça aurait peut-être été pas mal. Mais non, ouais. Alors pareil, on m'a posé la question tout à l'heure, mais moi c'est vrai que moi je ne fais que des films. J'ai pas d'autres. Je fais pas de peinture, je fais pas de bande dessinée, des choses comme ça. Je fais que des films. Je trouve que c'est mon. Et pourtant c'est à la frontière avec plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un film avec des images du mouvement. Le mouvement c'est très important, surtout en animation, on travaille beaucoup là-dessus, et travaille du son et surtout de la mise en scène, parce que c'est les outils moi qui me plaisent, mais effectivement on peut imaginer d'autres transpositions. En tout cas, c'est un court-métrage qu'on vous recommande d'aller voir sur le Festival du court-métrage. C'est encore jusqu'à samedi, on a le temps. Profitez-en. Donc on rappelle Tétard de Jean-Claude Rozek. Merci d'être venu sur notre plateau. On va continuer avec nos chroniques de cours, puisque Gillian, qui est à mes côtés, va nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Oslo. Oui, effectivement. Donc c'est un court-métrage réalisé par Shadi Srour et qui va traiter aussi du conflit israélo-palestinien. Donc là, on peut regarder le teaser d'Oslo tout de suite en direct. خلينا في حصرياتك. هون يا زلمه. عارفة بدك تصوير قوي من ايام السجن. عم نقطع. لا ما واحد ورا. يابا جيب معك لحم اليوم. عاقت تم تل أبيب مش بالزعيم الفلسطيني. تقيد لي اخ قفش الكلب يخون لاقيد زي يهودي زي فلسطيني. كيف؟ Donc
voilà ce teaser du film Oslo, un film, tu l'as dit, hein, qui a un arrière-plan géopolitique très fort, puisque quand on parle d'Israël et de Palestine, c'est quand même un peu tendu. Et oui, donc c'est un conflit qui date d'années et qui continue d'année en année. Donc ça a commencé en 1917 avec la déclaration Balfour par les Britanniques, on le sait tous, avec bien évidemment cette reconnaissance, enfin c'est pas tout de suite la reconnaissance de l'État d'Israël, mais on promet aux Juifs d'avoir un État indépendant. Et alors, donc du coup, pour parler du court-métrage, on a un travailleur qui est palestinien, qui est père de famille, qui a plusieurs enfants. Il vit dans une certaine précarité, bien évidemment, malheureusement. Et en fait, il a promis à ses enfants d'aller travailler dans la journée en Israël pour amener, bien évidemment, de la nourriture, parce qu'ils en ont besoin, bien évidemment. Et donc, il va y aller. Il va se retrouver devant le fameux mur qu'Israël avait construit entre la Cisjordanie et Israël, et pour essayer de rentrer en Israël. Et là, patatrac, on lui dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Donc il doit revenir. Donc il se retrouve un peu bredouille, et lui, s'il veut, il veut vraiment ramener de la nourriture. Et donc alors il va rencontrer un chien. Voilà, c'est un berger allemand. Oui, mais c'est une rencontre assez anodine, mais tout à fait. Et donc, mais qui aura une importance capitale. Et bien évidemment, puisqu'il va se lier. Donc, au début, il va y avoir des affinités avec ce chien, et puis il va se rendre compte qu'il faut quand même qu'il ramène de la nourriture. Et on n'en dira peut-être pas plus quand même, parce qu'on voilà. risquerait d'en dire un peu trop. Oui, justement. Effectivement. Donc on vous laissera regarder le court-métrage. C'est glauque un peu quand même ce film, hein. Mais même dans l'ensemble, dans l'ambiance quand même. Oui, effectivement, c'est ça. Mais bon, il faut qu'il ramène de la nourriture. Mais ça montre à quel point, donc déjà on voit vraiment la précarité dans laquelle vit la population. Ce conflit israélo-palestinien a vraiment accentue de plus en plus la pauvreté, parce que voilà, les travailleurs, ils peuvent pas vraiment travailler comme ils le veulent, aller où ils veulent, et ils peuvent pas justement rendre leur famille heureuse. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'aspect documentaire, alors que c'est pas un documentaire. Oui. Mais on a vraiment l'impression d'avoir un documentaire sur pas mal de plans, sur pas mal de scènes de ce court-métrage. Effectivement. Donc oui, ça ressemble un peu à un documentaire, même si c'est toujours un court-métrage. Mais ça montre vraiment une réflexion donc poétique et tragique sur les aléas quotidiens des travailleurs palestiniens, dus donc à ce conflit israélo-palestinien qui s'était accentué, il faut le dire, en 1948, lors de la proclamation de l'État d'Israël. Ça avait vraiment marqué un conflit majeur encore qui s'était vraiment accentué. C'est un film, bon, de toute façon le conflit israélo-palestinien c'est toujours un sujet d'actualité. Bon, on en parle très peu en France, hein, pour des raisons que vous connaissez tous aussi, hein, c'est des raisons géopolitiques, mais actuellement il y a eu annexion d'un territoire palestinien par Jérusalem, par Israël récemment. C'est toujours des films qui ont un écho très puissant au niveau politique. Et oui, puisque ça permet aux spectateurs de vraiment se mettre à la place et de vivre un petit peu à travers ce court-métrage ce que vivent la population qui parfois n'a rien forcément demandé, bon, même s'il y a vraiment des enjeux, on l'a dit, de religion, parce que c'est vraiment il y a des cultures là-bas qui sont vraiment, donc vous avez les juifs, les chrétiens, les arabes, donc vraiment ça engendre des conflits. Mais voilà, ça accentue la pauvreté malheureusement dans ces régions, et il faut y penser, il faut vraiment, et je pense que c'est ce qu'a voulu montrer le réalisateur, c'est vraiment montrer la précarité de ces personnes-là, et qui veulent travailler, mais qui, voilà, à cause de ces conflits géopolitiques, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins malheureusement. Si vous voulez passer un bon moment joyeux et beaucoup vous marrer, allez voir ce court-métrage Oslo sur le festival du court-métrage. En tout cas, il y a de très belles scènes, il y a de très beaux paysages, on vous le recommande également. Toujours depuis le festival du court-métrage, notre séquence micro-trottoir qui nous a été préparée avec l'aide d'Elisa et de Geoffrey au montage. Bonjour. Bonjour les jolies filles, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien depuis l'an passé? Bonjour. Ça va pas mal et vous? Depuis l'autre jour, ça va super bien. Oui, très bien. Pas du tout. Ouais. C'est le bordel, il y a beaucoup de voitures, on peut pas se garer. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez pour l'année prochaine de faire ailleurs? Ça va pas du tout. Ça fait 40 ans que vous vous plaignez? Oui, mais je reviens tous les ans. Vous vous plaignez de quoi généralement? De rien. C'est juste histoire de râler parce que je suis un râleur. Qu'est-ce que vous dessinez là? Les lions qui font la queue. Bon, on va partir du coup. Hein. Si vous voulez. L'impression qu'on vous fait chier. Bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous un petit peu de votre culture, de vos coutumes, un peu là-bas. J'en ai aucune. C'est juste une inspiration de Quentin Dupieux. Ok. Merci beaucoup. C'est quoi les tarifs?
C'est gratuit pour tout le monde, à n'importe quel âge. De toute façon, on s'adapte au public. Elle m'a fait un peu de tout. C'est maison. Ah oui, c'est maison. Voilà. C'est le principal, hein, toujours. Comment? Tout service compris. Et ça, c'est réservé plutôt à quel type de public? Alors en fait, la particularité de la caravane, c'est qu'elle a un catalogue énorme. Je viens de la prendre là, c'est la première fois que je l'ai. Donc là, c'est plutôt un public adulte, mais sinon, quand elle circule toute l'année, c'est pour que ce soit pour enfants ou pour adultes. Voilà, c'est pour tout le monde, de 2 à 99 ans. Gouttoir, c'est du cochon. C'est vrai? J'adore ça. C'est un cochon portugais, c'est un cochon kiri. C'est vrai? C'est du cochon portugais. T'es pas portugaise? Non, non, vraiment. D'accord, ouais, non, mais parce que généralement la législation française c'est plutôt à partir de 18, mais d'accord. Non, l'os. Prenez à tous les âges. C'est ça. Tu en veux un petit coup quand même? Ah bah derrière ta caméra. Allez. Merci beaucoup. Tu sauras bien que c'est du cochon portugais. C'est du portugais. Hein? Ouais, bah c'est du Saint-Agur. Non, c'est bon, hein. Ah bah intérêt que c'est bon. On va pas acheter de la cochonnerie, non? Ah oui, non, il manquerait plus que ça, tiens. Je vais voir tous les Portugais qui vont me tomber sur le dos. S'ils sont ensablés, c'est grave. Bon. Allez, j'arrête mes conneries, j'ai pas bu. Merci beaucoup. Salut. On rigole et on plaisante avec les festivaliers dans les travées de la Maison de la Culture. C'est tous les jours et c'est réalisé avec l'aide de notre équipe technique. Merci à Geoffrey pour le montage, toujours très réussi. Salut Eléa. Salut. Alors tu es venu nous parler d'un autre court-métrage qui t'a intéressé. C'est un court-métrage qui s'appelle Trace et qui a été réalisé par Hugo Frassetto et Sophie Taver-Massian. Rien que ça, c'est un court-métrage franco-belge. Oui, c'est un film d'animation du coup en 2D qui se passe au Paléolithique. Donc on suit un traceur, donc c'est ceux qui faisaient les dessins, et son apprenti à travers des rituels de l'époque, donc chasse, dessin, cérémonial. Je ne sais pas si on monte le teaser maintenant. On va regarder le teaser si tu veux, comme ça nous permettra de nous imprégner un peu. C'est ça. Oui, alors ça parle de quoi justement? Alors ça parle d'un homme qui apprend, en fait c'est un traceur du coup comme je disais, qui apprend à son apprenti ou son garçon à dessiner des bisons. Et en fait le problème survient assez rapidement où lui il veut dessiner des lions des cavernes qui sont les ennemis, alors qu'à l'époque on dessinait les animaux qu'on chassait. Donc tout ça se déroule dans un dialecte inconnu. Donc il n'y a pas de sous-titres, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire parce que c'est beaucoup plus visuel que bavard, c'est très fort graphiquement. Et ça colle aussi avec le primitivisme de ces terres, où du coup la vue était beaucoup plus importante que le reste. Donc voilà, pour revenir à l'histoire, le père, donc lui, il est fort, il est grand, il est imposant, il est carré. Et lui, le fils, enfin le jeune homme, il n'a pas d'autorité face à lui, donc il ne peut pas vraiment s'imposer, jusqu'au jour où, du coup, un lion des cavernes lui rend visite et attaque l'homme à sa place. Il l'attaque pour lui, il incarne sa force et sa colère. Donc c'est à ce moment-là que l'enfant s'émancipe et prend son indépendance, on va dire. Donc on comprend aussi l'idée des animaux totems, qui incarnent bien la force et la qualité de tout un chacun. Voilà, donc c'est un film du coup en noir et blanc, je sais pas, vu qu'on l'a pas vu, je le dis, où il y a juste la couleur du sang qui est représentée. Ouais. Moi, ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est que ça reprend l'idée des peintures rupestres. Ouais, donc c'est un dessin qui est très schématique, mais qui est en même temps assez doux et aérien, avec un vrai travail de silhouette, de la ligne épaisse de la peinture, mais aussi du crayon de bois. Moi, je trouve que, honnêtement, tout est beau. Les animaux sont extrêmement bien faits. La peinture des personnages les rend vraiment élégants et poétiques. Les mouvements sont très forts et tout est absolument fluide. Et ce qui est superbe, en plus de ça, c'est que les noirs et les blancs, en fait, se complètent vraiment. Je m'explique un peu. C'est-à-dire que les noirs qui sont plus très métaphorique.
figuratif, on va dire. Et les blancs, c'est plus tout ce qui est le travail de la lumière et de l'espace. On parle du film, hein, ça pourrait être mal pris quand même. Hein. Quand oui, même, hein, bon. Donc du coup, en fait, les noirs et les blancs sont un peu utilisés comme des matières animées qui jouent avec et dans l'histoire. Je donne un exemple. Par exemple, à un moment, on voit la caverne, elle est représentée par un trou blanc dans une page noire. Et cette tache, en fait, se transforme brièvement et prend la forme d'un ours au moment où l'homme veut défendre son territoire. N'oublie pas ton micro. Hein. Pardon, excuse-moi. Je l'enlève un peu. Un autre exemple, à un moment, le garçon, il s'enfonce dans la grotte avec une torche. Et le halo blanc, en fait, s'incruste littéralement, graphiquement, dans le noir. Ça creuse la page en même temps que ça creuse le chemin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en fait, la lumière du blanc, en fait, elle dessine aussi en négatif dans le noir. C'est ça que je trouve vraiment super. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'assez allégorique. On comprend aussi un peu le côté chamanique et ésotérique de tout ça. Où, et en fait, du coup, il y a un constant jeu sur les métamorphoses. Tu vois, que ce soit autant dans le tracé, dans les silhouettes, dans la mutation du noir et du blanc, des vides et des pleins, du coup, et homme, animal, personnification, animalité, etc. Voilà, je trouve que c'est une esthétique, du coup, très envoûtante. Je vous invite à vous imprégner de ce film. En allant le voir, et on aura remarqué qu'Eléa était très sensible à l'aspect plastique, puisqu'elle est elle-même plasticienne et illustratrice. Et donc c'est quelque chose qui visiblement t'a marqué. Et donc on vous invite à aller voir le court-métrage. Et puis bien sûr, on ne va pas voir que des courts-métrages à Clermont-Ferrand, puisqu'il n'y a pas que ça pendant la semaine du festival. Reportage de Kevin et avec l'aide de Romain à la technique, au sein des ateliers de réalité virtuelle. On regarde. On propose ici 6 courts-métrages par rapport au festival et on propose aux personnes qui viennent d'en choisir 2. Et les réactions sont positives, il y a tout type de réactions ou c'est globalement positif? C'est globalement positif. Donc tu as testé tes premières impressions? C'était très sympa, c'était incroyablement beau. Il y avait des poupées un peu flippantes. Et des ballons qui volaient, des ballons de basket. On a vraiment de tout âge. Les plus jeunes qu'on a dû avoir devaient avoir 11 ans parce qu'il faut éviter de mettre les trop jeunes là-dessus. Ils ne se rendent pas compte que ça leur fait mal au crâne, mal aux yeux et tout ça. Et oui, on a des personnes plus âgées, sans limite d'âge. Est-ce que tu avais déjà testé la VR, que ce soit en jeu vidéo ou autre? J'ai testé quelques fois sur PlayStation et c'était moins sympa. Après le casque était un peu pourri aussi donc. Le casque PlayStation c'est vraiment de la merde. Et moi du coup j'avais testé la VR mais uniquement les pornos. Pour les films on préfère qu'ils s'assoient, du coup il y a moins de risques de nausées, de malaise et tout ça. Mais on a aussi proposé des jeux vidéo pour les enfants et c'est différent pour chacun vu que c'est lié à l'oreille interne. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'avenir du cinéma ou c'est quelque chose qui va se développer en fait en parallèle du cinéma traditionnel? Alors de mon point de vue à moi, ça sera du parallèle, ça ne le remplacera pas. L'immersion est là, mais est-ce que l'impact émotionnel il est là aussi? Bah je pense, après ça dépend aussi de la durée du truc quoi. Parce qu'au début t'as du mal à être dedans et puis moi très vite au final j'étais bien dedans et limite me faisait un peu flipper les poupées quoi. La VR, moi je pense personnellement que y a des gros doutes clairement parce que finalement dans le cinéma il faut apprendre une toute nouvelle manière de filmer. Oh putain c'est beau. Et là du coup plus de hors-champ donc après c'est aux réalisateurs d'innover et puis aussi je pense que la VR, l'essor de la VR, du cinéma VR, ça va passer par l'adoption et la familiarisation du casque de réalité virtuelle parce que c'est vrai que t'as quand même l'air d'un gros con. Alors après est-ce qu'on parle d'une petite révolution ou de quelque chose qui va complètement changer le cinéma? Franchement, je sais pas. Après, il nous faisait pareil avec la 3D. Personnellement, c'est un peu de la merde, la 3D. Enfin, si, les Schtroumpfs avec Neil Patrick Harris, c'était vraiment super bien. Franchement, moi j'adore les Schtroumpfs. Je sais que j'ai pas été déçu. Et voilà, téléportation, Kevin est arrivé sur le plateau, c'est magique. Bonsoir Kevin. Bonsoir, ça va? Eh bah oui, ça va bien puisque tu es venu nous parler de l'Electric Palace, ça tombe bien puisque c'est là où nous sommes ce soir avec un groupe qui s'appelle Bandi Bandi. Bandi Bandi, oui. Alors c'est quoi ce groupe? Alors Bandi Bandi, c'est un groupe originaire de Paris. C'est du rock, mais il y a différentes influences, mais on va revenir plus tard. C'est un groupe qui est composé d'un homme et d'une femme, donc Hugo et Maëva. Ils forment un couple dans la vie. Ils sont même rencontrés sur Tinder, comme quoi
Tinder ne file pas que des MST et des enfants nés sous X, ça peut aussi donner naissance à de belles choses, à des belles d'expérience bien évidemment. Tout à fait, journalisme avant tout. Alors ça peut donner, c'est du rock garage. Donc le rock garage, donc comme son nom l'indique, ça c'est venu d'un garage. Après je ne sais pas si eux ont commencé dans un garage, j'avoue, je n'ai pas fait les recherches adéquates. Le rock garage en fait c'est peu de moyens, son crade, mais ça a donné une identité, c'est devenu un vrai sous-genre du rock. Il y a un côté psychédélique. En termes d'influence, moi à l'écoute j'ai retrouvé un peu la scène de Seattle, donc Nirvana, mais il y a BRMC, les Sonics aussi, c'est un super groupe des années 60, personne connaît mais c'est génial, faut écouter les Sonics vraiment. Après il y a un morceau comme MAUX, donc là tu sens que il y a des riffs un peu poisseux, ça transpire, ça fait marécageux. On se croirait en Camargue, mais les gitans en moins quoi. Voilà. Et on passe le bonjour au CSA évidemment. On passe le bonjour au CSA, tout à fait. Et c'est à partir de ce morceau-là qu'ils ont eu un déclic. Ils chantent en français. Et avant ils chantaient en anglais par pudeur, parce que c'est assez tendu de chanter dans sa langue natale, et ils ont décidé de chanter en français. Maintenant ils chantent 90 à 95%, tout ce qui sort ça sort en français. Après en termes d'influence, t'as du Gainsbourg, t'as du Bachung, t'as du Jane Birkin, Françoise Hardy, les Rita Mitsuko. Franchement après sauf Chantal Goya quoi en fait hein. Chantal, ouais mais je l'aime beaucoup quand même oui hein. bien sûr. Après les deux chantent. Le gars il est plus sur les chœurs, les backing vocals comme disent nos amis qui ont quitté l'Union Européenne récemment. Bien sûr. Salut Boris. On les salue aussi. Ouais, salut Boris. Et le gars donc il a la guitare et la musique est vraiment, c'est intense. C'est sincère, je pense qu'en live ça doit vraiment être super bien. Et c'est vrai que ouais, John Lennon c'est mec pas trop connu finalement, qui disait que le rock français c'est un peu comme le vin anglais, c'est de la merde. Et ben là pour le coup Bandy, franchement c'est pas le cas quoi, c'est vraiment un super groupe quoi, vraiment. On écoute Bandy en direct sur Instant Court. Te faire des photos nulles choses. Mes SMS harcèlent que je désire tant ici. Des j'aime avec mon pouce, me poussant un peu plus vers la sortie. Voilà cet extrait de Bandy, c'est vrai que ça a l'air sympa. C'est quand pour l'Electric Palace? C'est demain à 21h30 si je dis pas de bêtises. Et ouais, les clips sont super bien léchés, esthétique 70s, franchement non, c'est super cool. Venez à l'Electric Palace, on est en direct de l'Electric Palace et on les remercie vivement de nous accueillir sur le lieu, c'est-à-dire à la Maison du Peuple. On est à Clermont-Ferrand, on est sur la 42e édition du Festival international du court-métrage. Ça continue jusqu'à samedi soir. Il y aura bien sûr la cérémonie de clôture. On est ensemble jusqu'à jeudi concernant Instant Court. Bien sûr, les chroniques sont en ligne. Vous pouvez lire des chroniques de Guillaume et d'Eléa qui sont sorties ce jour même. Les podcasts arrivent également. Les micro-trottoirs avec toutes nos conneries aussi. Je remercie toute l'équipe technique. Je vous souhaite une très bonne soirée en vous incitant à aller voir des courts-métrages. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec Instant Court sur Spectre.